Pourquoi est-ce que j'ai quitté Nikon pour Sony il y a de cela bientôt 2 ans? Eh bien dans cette vidéo, je vais vous expliquer point par point pourquoi, mais avant ça, il faut que je vous montre une petite vidéo que j'ai vue sur internet, et attention je le précise, il va falloir activer le mode second degré. Mark 9 on the beat. Kid Newton. Stay creamy. Listen, I wanna take you back in time. There I was kicking back with a glass of wine when this fly ass chick, she was passing by. Then she stopped in the tracks and she asked if I was a cameraman. I laughed a little bit, said yeah I am. She was like, oh my god man, I'm such a fan. I was like, cool. Baby, what's the plan? She said, baby, maybe we can hit the beach and take a couple pictures. That would be a dream of mine, creating something with you. I said, sorry, but I don't know where my camera's at. She said, we can use mine. I got one in my camera bag. Are you a Canon or a Fuji chick? You got a Leica or a Sony, girl? What do you be shooting with? She laughed, said, baby, I got it. She reached in the bag, and that's when I saw it. No, she shoots on Nikon. Oh, no, no, she shoots on Nikon. Oh, God, no, she shoots on Nikon. Oh, no, no, she shoots on Nikon. Oh, no, potato. I immediately ran. Bonjour à toutes et à tous et donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous expliquais point par point pourquoi il y a de cela donc 2 ans j'ai quitté Nikon pour Sony. Bien évidemment la vidéo que vous avez vue est vraiment humoristique donc faut prendre beaucoup de recul, moi ça me fait sourire. J'ai été utilisateur Nikon pendant 10 ans donc voilà, ça me fait vraiment sourire et aujourd'hui il faut vraiment prendre des pincettes, c'est juste pour rigoler. Donc dans cette vidéo je vais vous expliquer voilà, les raisons qui m'ont poussé à l'époque à quitter Nikon et aussi et surtout je reviendrai sur ce processus et en même temps je me poserai la question de savoir au bout de 2 ans est-ce que je regrette ce choix et surtout, si c'était à refaire aujourd'hui, est-ce que je le referais en fonction du marché actuel. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à rappeler quand même 2-3 petites choses afin qu'on soit bien clair et surtout qu'il n'y ait pas de malentendu dans cette vidéo. Tout d'abord, je sais que la question du matériel et des marques peut crisper certaines personnes et il faut vraiment prendre du recul, on ne parle que d'une marque d'appareil photo et surtout je ne remets absolument pas en cause la qualité des appareils photo et des optiques Nikon, ça reste une marque exceptionnelle qui fait d'excellents appareils photo, d'excellents objectifs et ça n'est absolument pas cela que je remets en cause. Bien évidemment, ce que je vais dire ne concerne que mon avis, avec toute la subjectivité que cela engendre, et donc ce que je dis n'est pas à prendre argent comptant, ça n'est pas une vérité, ça n'est que mon analyse en fonction de mes besoins, de ce qu'ils étaient il y a 2 ans et de ce qu'ils sont encore aujourd'hui. Et donc le plus important quand on choisit du matériel est bien de réfléchir à ses besoins et d'y répondre le plus efficacement possible. Également, je tiens à préciser que le choix que j'ai fait était il y a 2 ans. Et il y a 2 ans, le marché de la photo et de la vidéo n'était absolument pas celui d'aujourd'hui. Donc les raisons que je vais vous donner dans la première partie ne correspondent pas à celles d'aujourd'hui. Pour la simple et bonne raison que les choses étaient très différentes et donc il ne faut pas projeter le marché de la photo d'aujourd'hui sur ce qu'il était il y a 2 ans. Enfin, je précise que peu importe la marque que vous utilisez aujourd'hui, toutes les marques font de bons appareils photo. Que vous utilisiez du Canon, du Nikon, du Sony, du Fuji, du Lumix, du OMD, du Ricoh, tout ce que vous voulez. Même si vous voulez, on peut même faire un appareil photo avec une pomme de terre si on y fait une chambre noire. Enfin bref, on peut absolument faire de la photo avec tout. Et donc, même sans les appareils photo numériques, même etc., on a toujours fait de belles photos depuis que la photo existe. Et donc, il faut prendre énormément, mais alors énormément de recul sur le matériel parce que ce qui fait une belle photo, ça n'est pas tant le matériel. Aujourd'hui, tous les matériels font de l'excellent travail, mais le plus important n'est pas le matériel, mais la personne qui l'utilise. Bref, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire, et bien à présent, on va répondre à la fameuse question, pourquoi il y a 2 ans, j'ai quitté Nikon pour Sony. Donc pour comprendre cela, il faut remonter il y a 2 ans, et il y a 2 ans, j'ai décidé de quitter mon réflexe que j'avais à l'époque, c'était un Nikon D800 qui commençait à vieillir un petit peu, mais qui faisait toujours un job incroyable, et j'ai adoré cet appareil photo, un appareil photo qui avait des qualités incroyables, en béton armé, capteur incroyable, ergonomie que je trouvais incroyable, enfin bref, c'est un boîtier que j'ai vraiment aimé et dont je me suis séparé avec contre-cœur. Et à l'époque, en fait, j'avais 2 préoccupations. La première, c'est que je voulais vraiment me mettre dans la vidéo et que, certes, le D800 me faisait un peu, mais c'était pas fou du tout. Et à l'époque, forcément, c'est l'arrivée des hybrides massivement sur le marché et l'arrivée aussi, bien sûr, des appareils polyvalents, tant en photo qu'en vidéo. Et donc, j'avais envie de rentrer dans
dans cet univers-là. Deuxième raison, c'était aussi d'alléger mon sac parce que c'est vrai que le D800, il avait des qualités, mais il n'avait pas la qualité de la légèreté. Certes, il était en béton armé, mais il faisait un bon kilo. Et c'est vrai que quand vous ajoutiez toutes les optiques, etc., ça faisait beaucoup de poids. Et en fait, ce qui m'a vraiment fait un petit peu vriller, c'est que quand j'ai commencé à vouloir vraiment me mettre un peu à la vidéo, donc ça c'était encore un an avant, donc c'était il y a 3 ans, mais en fait à l'époque, on avait acheté avec Laura le Fujifilm X-S10, que voici, petit boîtier compact hybride de Fujifilm qui pèse, je crois, 400 et quelques grammes de tête, boîtier nu, mais voilà. Et donc à l'époque, ça a été d'abord l'entrée dans le monde de Fujifilm, incroyable, coup de cœur immédiat. Et en même temps, ça a été aussi la découverte d'avoir un appareil photo qui était très bon en photo et très bon en vidéo, et de se dire que tout ça a rentré là-dedans, et en même temps d'avoir justement ce rapport taille-poids-encombrement qui était absolument incroyable. Et donc à l'époque, c'est vrai que plus on utilisait avec Laura cet appareil photo, moins on avait envie d'utiliser le Nikon. Donc plus le temps passait, plus en fait l'envie de changer arrivait parce qu'on se disait on peut avoir autant de technologie, voire plus, dans un boîtier plus réduit. Il était temps de passer à l'ère de l'hybride et donc de quitter le Nikon D800. Et donc à l'époque, forcément, qu'est-ce que je fais en Nikoniste fidèle que je suis? Eh bien, je consulte le marché et puis je regarde ce qui se fait chez Nikon. Et là, c'est vrai que de suite, je suis très nuancé. Pourquoi? À l'époque, il y avait deux boîtiers hybrides qui m'intéressaient, le Z6 II et le Z7 II. Et en fait, les deux, ils étaient bien, mais en fait, tout simplement, j'ai trouvé mieux ailleurs. Et il y avait notamment un point qui ne me convenait pas, c'était notamment les performances autofocus, qui étaient pas mal, mais qui étaient derrière ce que proposaient notamment Canon et Sony. Et puis aussi, c'est vrai qu'en regardant ce qui pour moi est le plus important, c'était le parc optique. Alors certes, Nikon s'était lancé il y a peu dans le monde de l'hybride, donc là-dessus, le problème, c'était pas de se dire, voilà, il faut laisser du temps, le temps que la monture se développe, mais il y avait aussi le problème que, à l'époque, Nikon n'envisageait pas, c'était pas annoncé, d'ouvrir sa monture à des marques tierces, donc il fallait se contenter seulement des optiques Nikon Z. Alors là, vous pouvez me dire, oui, mais il y avait aussi la possibilité de mettre des optiques avec la bague FTZ. C'est tout à fait vrai. Mais personnellement, moi, il y a deux choses qui m'ont complètement déplu. C'est que, la bague, je la trouvais très épaisse et je trouvais ça vraiment un petit peu contraignant. Et puis, si en fait je prenais un hybride, c'était pas pour avoir une épaisseur supplémentaire et avoir un 50 mm qui devenait d'un coup assez imposant. Voilà, ça me plaisait pas. Et deuxième chose aussi, le but pour moi, c'était d'avoir des optiques dernière génération avec notamment des performances autofocus qui convenaient à la vidéo, là où par exemple des objectifs AFS de chez Nikon n'étaient pas spécialement conçus pour ça. Ils faisaient le job, mais ils n'étaient pas aussi rapides et performants. Il pouvait y avoir du pompage, etc. par rapport à ce qu'on avait notamment sur les optiques Z. Et donc à l'époque, forcément, moi je regarde un petit peu la gamme Nikon notamment d'optiques et je me dis de quoi est-ce que j'ai besoin. Moi, la plage que j'utilise le plus, c'est l'ultra grand angle et c'est notamment la plage que j'ai aujourd'hui avec le Sony. Et moi, je cherchais donc un 16-35 2.8. C'était vraiment la plage focale que je voulais, ce qui n'existe pas en monture Z, un 16-35 2.8. Ça me manquait particulièrement. Alors certes, à l'époque, il y avait notamment le 14-30 f4, mais en fait, le 14, j'en ai pas spécifiquement besoin. 16, ça me convient très bien. Par contre, c'est vrai que j'ai pas le 35. Alors 30-35, vous allez me dire, c'est pas énorme, c'est vrai. Mais moi, je voulais vraiment une optique 2.8 et pas une optique f4, notamment parce que tout simplement, moi, j'aime bien avoir de la marge pour de la photo en basse luminosité et notamment à main levée parce qu'on voyage beaucoup et que c'est vrai qu'on fait souvent des photos de nuit, etc. Pas forcément toujours avec un trépied. Et puis aussi et surtout, moi je voulais une optique qui ait un peu plus de marge aussi pour avoir du bokeh, etc. Et donc le 2.8 vous apporte ce surplus pour réduire votre profondeur de champ. Et donc ça, je trouvais quand même ça très intéressant. Ensuite, il y avait par exemple le 14-24 2.8 Z, qui est une optique excellente. Mais cette optique, par exemple, certes, il y avait le 14, mais elle s'arrêtait à même 24. Qu'est-ce que je dis 14-28? C'est 14-24. Et donc vraiment, l'écart 24-35 mm était trop important pour moi. Et puis deuxième chose là-dessus qui m'embête aussi, c'est que moi à l'époque j'avais aussi en fait mon système de porte-filtre avec toute ma gamme de filtres en 100 mm chez Nisi et je voulais pas en fait tout changer parce que ça m'aurait aussi coûté beaucoup d'argent et surtout déjà que ça prend pas mal de place dans mon sac, je voulais pas avoir notamment un porte-filtre 150 mm avec des fils 150 mm parce que ça prend énormément de place dans le sac et je voulais pas accorder plus de place que j'avais déjà dans mon sac. Donc je ne voulais pas une optique avec un verre bombé ou qui était beaucoup trop large et donc la plage 16 mm permet d'aller exploiter au maximum les capacités par exemple du porte-filtre V6 ou V7 de Nisi. Donc je voulais une optique avec un verre qui n'était pas bombé et qui ne vignettait pas en fait avec le porte-filtre. Donc sur ce point à l'époque, c'est vrai que sur l'ultra grand angle, j'avais pas ce qui me plaisait chez Nikon
Et également, moi j'avais besoin d'un 70-200 2.8. Alors il y a l'excellent 70-200 2.8S en monture Z, hein, mais c'est vrai que cette optique, finalement, par rapport à la version AFS, en fait, elle pesait quasiment le même poids. Et donc moi personnellement, ça me déplaisait un petit peu, sachant que chez la concurrence, je pouvais avoir aussi mieux en rapport taille-poids encombrement. Et c'est pour ça que, pour toutes ces raisons, entre les boîtiers qui me satisfaisaient pas tellement et en même temps le parc optique où je trouvais pas forcément mon bonheur, en fait j'ai regardé ce qui se faisait ailleurs. Donc forcément j'ai regardé chez le concurrent direct, même si je vous avoue que quand vous êtes chez Nikon, regardez chez Canon. Et voilà. Et donc à l'époque j'ai quand même regardé forcément parce que Canon est une excellente marque d'appareil photo. Et puis j'ai déjà utilisé du Canon et c'est vrai que l'ergonomie est certes différente mais elle est vraiment très très bien. Les optiques je vous en parle même pas, la science des couleurs etc. Enfin bref, Canon c'est vraiment super. Mais voilà, ça m'a de suite refroidi pour plusieurs raisons. Il y avait à l'époque le R5. Le R5, super boîtier, 4500 €. Bon, 4500 €, boîtier exceptionnel, mais en fait, beaucoup de specs qui justifient les 4500 €, je n'en ai pas besoin. Donc, je n'ai pas besoin de la 4K 120 fps, je n'ai pas besoin de, par exemple, la méga rafale, parce que je fais pas de photos animalières, c'est pas vraiment le cœur de ce que je fais, j'en fais ponctuellement, mais c'est pas le cœur de ce que je fais. J'ai pas besoin de la vidéo en 8K, enfin bref, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Personnellement, le R5, c'est pas pour moi. Après, il y avait le R6, boîtier qui était plus équilibré, on va dire, mais qui avait un capteur de 20 millions de pixels. Et moi qui suis habitué à avoir, avec le D800, j'avais 36 millions de pixels, c'est vrai que ça me permettait de pouvoir faire de grands tirages ou encore quand même de recadrer un peu. Et c'est vrai que 20 millions de pixels, pour moi, c'était beaucoup trop bas. Et en paysage, on aime bien quand même avoir la définition. Deuxième chose aussi chez Canon qui ne me plaisait pas, certes des optiques excellentes, mais un parc optique qui à l'époque était encore moins dense que ce qu'il est aujourd'hui. Pas de marque tierce. Et puis, en fait, des optiques, on va dire pro, qui coûtaient la peau des fesses. Voilà, donc c'était de suite, j'ai dit non, Canon, c'est pas pour moi. Après, j'ai regardé notamment chez Lumix, et Lumix, marque exceptionnelle pour la photo et forcément aussi pour la vidéo. Donc il y avait les S1, il y avait le S5, mais là aussi, ce qui bloquait, c'était les technologies d'autofocus, et on n'est pas du tout sur les technologies récentes chez Lumix, et donc moi, je voulais vraiment un boîtier dont l'autofocus était irréprochable. Voilà, le parc optique était pas mal, mais voilà, c'était pas ce qui se faisait de mieux non plus en termes de choix. Donc j'ai abandonné. Et puis forcément, je me suis posé la question Fujifilm, parce que voilà, j'avais le XS10, j'adorais la philosophie, et en fait, ça cochait beaucoup de cases. Mais il y avait aussi beaucoup de cases qui n'étaient pas cochées. Qu'est-ce qui n'allait pas notamment ? C'est vrai que malgré tout, d'un point de vue performance brute, c'est vrai qu'un capteur APS-C, même ceux de Fujifilm, sont quand même un cran en dessous. Là-dessus, on va pas se mentir, que ce soit au niveau de la montée en ISO, que ce soit au niveau de la dynamique. Voilà, donc le plein format m'apporte quand même, surtout venant des capteurs Nikon, qui sont des capteurs Sony, j'avais quand même une certaine marge que j'ai moins sur le Fuji, et ça je vous en reparlerai bientôt. Les Fuji font très bien le job, mais c'est vrai que je voulais conserver cette marge du plein format. Et puis deuxième chose aussi, c'était l'autofocus, les technologies autofocus qui à l'époque chez Fuji étaient aussi loin d'être vraiment au sommet. Le XS10 me donnait du fil à retordre en vidéo, je me suis arraché les cheveux, donc j'ai dit ok, c'est pas pour moi. Donc Fuji, hop, en matériel principal, c'est pas pour moi. Et après, il restait notamment Sony. Et là, Sony, en fait, en cherchant, ça a commencé à cocher pas mal de cases. Donc à l'époque, il y a eu un alignement des planètes. Donc avant, j'avais regardé forcément notamment le Sony Alpha 7 III, qui était un boîtier best-seller, etc. Mais voilà, que j'avais essayé, qui m'avait pas convaincu parce que je trouvais l'ergonomie perfectible, parce que je trouvais un peu plastique, parce que je trouvais aussi que les menus étaient vraiment fouillis, enfin bref, voilà, j'étais pas convaincu. Et puis à l'époque, Sony annonce le Sony Alpha 7 IV. Et là, forcément, ça m'intéresse vraiment, le boîtier corrige la plupart des défauts qu'il y avait sur le S7 III, en tout cas ce que moi je trouvais. Et puis surtout, c'est vrai qu'à l'époque, quand je regarde les specs, je me dis oui, ce boîtier en fait, il colle point par point à mes besoins. Pourquoi ? C'est un boîtier qui est quand même très compact, je trouve, au rapport taille-poids encombrement qui est vraiment très bon. C'est-à-dire qu'il est suffisamment grand pour bien l'avoir en main, mais pas trop grand non plus. Il est suffisamment lourd pour bien le sentir, mais pas trop lourd non plus. Enfin bref, les points d'ergonomie ont été améliorés. Sur le boîtier, par exemple, moi j'ai trouvé ici la double molette qui me permet d'avoir ici mes ISO et là ma vitesse et à l'avant l'ouverture. Donc j'ai mon rayon d'exposition sur 2 doigts. Certes, ce boîtier il a énormément de qualité d'un point de vue ergonomique. Ce que je lui reproche peut-être, c'est un manque de, on va dire, boutons physiques, notamment sur l'épaule gauche. Il y a la place, sur le A1, ils ont su le mettre. Mais c'est ce que je déplore aussi chez Sony, c'est une segmentation à outrance. Et c'est vrai que
que j'avais sur Nikon, je ne le retrouve pas là, notamment vraiment d'un point de vue physique, la touche bracketing que j'adorais. Et ça, je me suis jamais fait de l'avoir oublié, mais bon, c'est comme ça. Et puis aussi les modes de prise de vue où vous pouvez le faire à la main, et ça par exemple sur le 1 ça existe, ou sur la 9, mais bon, ça c'est encore autre chose. Par contre, ce que j'aime vraiment beaucoup, et ça c'est ce qui m'a vraiment fait partir chez Sony, c'est le parc optique. Et là, honnêtement, à l'époque, quand j'ai cherché, j'ai été bluffé, sachant que le parc optique était, comme toutes les marques, moins développé à l'époque aujourd'hui, mais il était déjà tellement plus large que ce qu'on trouvait sur les autres marques. Pourquoi ? Parce que Sony avait investi l'hybride depuis très longtemps, comme Fuji, comme Lumix, comme OMD, etc. Et donc à l'époque, il y avait des optiques Sony bien plus larges, très qualitative, et surtout qui avait un rapport taille-poids encombrement qui était le meilleur, je pense, du marché. À l'époque, il y avait aussi le fait que, ce qui est toujours le cas, il y avait un nombre incalculable de marques tierces qui étaient sur le marché et avec des optiques au rapport qualité-prix incroyable, chose qu'on ne retrouvait pas ailleurs. Et donc, quand j'ai regardé, ça cochait un petit peu toutes les cases et je vais un petit peu développer. Donc moi, ce que je cherchais, je vous ai dit, c'était un 16-35 2.8. Et bien à l'époque, moi, j'ai trouvé mon bonheur dans celui-ci. Donc le Sony 1635 2.8 GM, optique qui a été renouvelée il y a quelques jours. Voilà. Tout ça pour dire que cette optique, c'est vrai qu'elle coche toutes les cases. C'est une optique au rapport taille-poids encombrement que je trouve vraiment super. La fabrication est parfaite, la qualité optique est vraiment exceptionnelle. Voilà, j'ai pas grand-chose à lui reprocher très sincèrement. Et donc cette optique, par exemple, je vous parlais tout à l'heure de bokeh à 35 mm. Le bokeh, il est magnifique. En voyage, c'est une optique qui comble vraiment totalement mes besoins, donc je n'ai rien à lui dire. Et à l'époque, je cherchais aussi un 70-200 et Sony annonçait son 70-200 2.8 GM2 que voici, dont j'ai fait la vidéo juste ici, si jamais ça vous intéresse, la vidéo de test. Et donc cette optique, c'est vrai que j'avais l'impression que Sony avait dressé un cahier des charges précis de ce que je voulais. Donc certes, il coûte 3000 balles, mais au final, quand vous regardez chez Canon ou Nikon, bon, les prix sont assez similaires, on va pas se mentir. Sur cette optique, c'est vrai que moi, ce que j'appréciais, c'était que Sony avait fait l'exploit d'enlever du poids, et je vous donne juste des chiffres pour comparer. L'équivalent Nikon, le 70-200 2.8 version Z, pèse 1,44 kg. Celui-là, il fait 1,40 kg. Donc c'est 400 grammes de moins. La taille encombrement est assez similaire, mais ils ont trouvé à enlever 400 grammes. Et en fait, ce que j'appréciais, contrairement au RF 70-200 2.8, c'est que le RF 70-200, certes, il est plus compact, mais c'est un zooming externe. Et moi, ce que j'aime particulièrement dans cette optique, c'est qu'elle est aussi légère que la version RF de Canon, mais elle est à zooming interne. Et personnellement, il y a toujours eu la place dans mon sac pour le ranger, et donc, moi, ce que je voulais, c'était un zooming interne, mais en même temps gagner du poids. Donc, cette optique cochait toutes les cases, le tout avec une qualité d'image absolument folle. Donc, j'avais trouvé mes deux optiques principales, et là, voilà, tout simplement, j'ai trouvé chaussure à mon pied. Et puis après, c'est vrai que j'avais besoin d'optiques secondaires pour combler on va dire les plages focales et surtout certaines utilisations que j'avais. Je voulais un 35 mm pour faire de la photo, voilà, des fois pour des reportages, ce genre de choses, avec voilà, une grande ouverture. Donc je suis parti non pas sur la version Sony, mais sur la version Sigma, 35 1.4, pardon, Art, optique géniale, que j'adore, qui là est en train de filmer, voilà, et que à l'époque j'ai eu pour 699 €. Donc voilà, je trouve que le rapport qualité-prix est fou. Et puis j'avais besoin aussi d'une optique, voilà, un transstandard classique. Après mûre réflexion, je me suis porté sur le Tamron 28-75 version, donc 2.8 en version G2, et cette optique que j'ai dénichée à 950 € est vraiment superbe. Et surtout, ce que j'aime le plus, c'est qu'elle ne pèse que, je crois, 560 grammes, je crois, ou 565 grammes, je crois. C'est vrai qu'à l'époque, par exemple, chez Nikon, aujourd'hui, vous avez, par exemple, le 28-75 2.8 en version Z de Nikon, pas de Tamron. Et lui aussi, il est vendu 950 €. Mais il y a 2 ans, ça n'existait pas. Voilà. Donc, tout simplement, à l'époque, quand je regardais chez Sony, ça cochait toutes les cases, et donc c'est ce qui explique notamment que j'ai décidé de quitter Nikon pour passer chez Sony. Maintenant, la grande question, c'est savoir, au bout de 2 ans, est-ce que je regrette ? Et aussi savoir, si c'était à refaire, est-ce que je referais le même processus ? Est-ce que je regrette ? Eh bien, tout simplement, non. Et aujourd'hui, je suis très très content de mon matériel Sony. Très sincèrement, j'ai pas grand-chose à reprocher à ce setup. Le A7 IV est vraiment un boîtier super, et j'en ai déjà largement parlé sur cette chaîne, donc je vais pas y revenir. Je vous invite à regarder les vidéos correspondantes. Au niveau des optiques, c'est pareil. Je suis vraiment fan des optiques Sony GM, et très sincèrement, je trouve que le 70-200, c'est vraiment une optique mais lunaire. Cet objectif, c'est le meilleur objectif que j'ai jamais eu. Aujourd'hui, c'est vrai que ce que j'aime particulièrement, c'est cette philosophie de Sony de se dire qu'il mise sur la compacité. Là où par exemple chez Nikon, ils ont pris un autre pari, et vous regardez les boîtiers, vous prenez les flagships, donc les boîtiers les plus haut de gamme. Vous prenez chez Sony, c'est le A1 et il est très compact. Vous prenez chez Nikon, c'est le Z9, un gros monobloc. Alors chez Sony, ils ont fait le choix par exemple de dire on va plutôt mettre un grip dessous pour faire un monobloc. Donc ce sont deux philosophies différentes. Chez
chez Nikon, vous avez un 70-200 qui est quand même plus lourd, et puis à côté, vous avez chez Sony un 70-200 qui est plus léger. Voilà. À côté, bien évidemment, je dis pas que toutes les optiques Nikon sont plus grosses et plus lourdes. Au global, vous avez quand même des optiques qui sont quand même assez volumineuses, et vous avez des optiques incroyables, ouverture 1.2, etc., comme chez Canon, mais qui sont énormes et surtout qui sont très chères. Et puis vous avez moins d'alternatives sur des plages intermédiaires, ou alors vous passez aux gammes 1.8. Donc aujourd'hui, chez Sony, c'est ça que j'aime particulièrement, et surtout j'aime le parc optique qui est vraiment énorme, mais vraiment énorme. Alors certes, depuis, il y a Nikon qui a ouvert sa monture aux marques tierces, et ça je trouve que c'est une excellente décision, et j'attends le jour où Canon fera de même, parce que de toute façon je pense qu'un jour ils n'auront pas le choix. Ce qui va se passer surtout, c'est que ça va mettre du temps. Aujourd'hui, Sony, ils ont fait ce coup de génie, c'est de le faire il y a très longtemps, et aujourd'hui vous avez un parc optique qui est stratosphérique, et qui vous permet d'avoir soit des optiques au rapport qualité-prix vraiment très agressif, mais pas des optiques qui sont forcément moins bien, mais surtout d'avoir des optiques qui n'existent pas forcément chez Sony. Et c'est ça la force aussi des marques tiers, c'est de proposer des alternatives. Donc aujourd'hui, vous avez des marques comme Tamron et Sigma qui sont un peu les leaders des marques tierces, mais vous en avez des tas d'autres qui viennent bouleverser le marché. Et par exemple, rien que Viltrox, bien sûr, ils se développent aussi en monture Z, mais Viltrox, c'est une marque qui est très intéressante et qui aujourd'hui bouscule aussi un petit peu le monde de l'optique. Vous avez Samyang qui a sorti des optiques très intéressantes. Le 35-150 qui est le concurrent direct du Tamron et qui est très très bon pour un prix très agressif. Vous avez aussi le 135 1.8 de Samyang qui est incroyable pour beaucoup moins cher que le Sony et qui sur de nombreux points est même mieux. Enfin bref, voilà, vous avez toutes ces optiques qui sont très très intéressantes et que vous avez du mal à retrouver parfois sur les marques natives. Cependant, je tiens quand même à nuancer tout ça, je ne suis pas un fan absolu de Sony et il y a des choses qui m'énervent. Par exemple, ce qui m'énerve un petit peu, c'est leur politique un petit peu marketing de vouloir segmenter à mort, et c'est vrai que là-dessus, je trouve que c'est vraiment déplorable et c'est quelque chose qui m'énerve quand même. Le fait de se dire que là où il y a des marques qui se disent qu'ils vont vraiment faire des boîtiers où on met tout dedans, etc. Chez Sony, c'est vrai que c'est soit vous avez un boîtier vidéo, soit vous avez un boîtier définition, soit vous avez un boîtier à 7300 €. Et puis sinon, après, on fait des petites mesquineries, on enlève des trucs, on bride, etc. Et ça m'énerve un petit peu. Et également, ce qui m'énerve profondément, c'est le peu d'évolution dans les mises à jour. Et ça aussi, je trouve que c'est déplorable. Là-dessus, Nikon, gros big up, donc vraiment bravo, parce que vous avez les boîtiers qui sont vraiment mis à jour et qui progressent avec le temps. Et Sony, je ne comprends pas pourquoi ils le font, et ça, je trouve ça vraiment dommage, et je trouve que c'est un petit peu aussi une façon de se moquer de ses clients. Enfin bref, ça c'est encore autre chose. Ça n'enlève bien sûr pas les qualités intrinsèques du matériel. Pour le reste, la dernière question, c'est savoir, et aujourd'hui, par rapport au marché, est-ce que je referai le même choix? Eh bien, la réponse, c'est oui. Pourquoi? Parce que, en fait, encore une fois, aujourd'hui, si je regarde le marché, qu'est-ce que j'ai chez Nikon? Les Z6 II et Z7 II sont toujours là, il n'y a pas eu de successeur. Et en l'état, le A7 IV, je trouve toujours mieux que ces boîtiers. Après, vous allez me parler peut-être du Z8. Le Z8, c'est comme le R5, il coûte plus de 4500 balles. C'est un boîtier extraordinaire, mais extraordinaire, capteur en pile, etc. C'est incroyable, mais encore une fois, j'en ai pas besoin. Donc, je n'ai pas d'argent à dépenser inutilement pour des specs dont je n'ai pas besoin. Et puis après, au niveau des optiques, c'est pareil, il y a toujours des trous, il n'y a pas de 16-35 de 8, etc. Donc, aujourd'hui, je referai exactement le même choix. Cependant, je ne peux que concéder le fait que, et je suis admiratif du sursaut qu'a fait Nikon. Il y a 2 ans, on parlait presque de faillite, ils étaient dans le rouge financièrement. Depuis, ils ont sorti le Z9, ils ont sorti le Z8, ils ont sorti des optiques exceptionnelles. Nikon est une marque incroyable, avec un passé incroyable et surtout une capacité à toujours sortir des choses folles quand on ne les attend pas. Et donc, c'est une marque dont j'ai hâte d'avoir en fait la suite, et j'en suis sûr qu'ils sortiront une version 3 du Z6 et peut-être même du Z7, et donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc maintenant, je vais arriver à la conclusion de cette vidéo. Et le plus important, vous voyez, quand on parle de matériel, et c'est vraiment une réflexion personnelle, c'est de se poser la bonne question, et pour moi, la seule vraie question, c'est de se dire de quoi est-ce que j'ai besoin. Quand vous achetez une voiture, vous réfléchissez à de quoi j'ai besoin. Si je veux des performances, je vais acheter une voiture sportive. Si je veux aller faire du tout-terrain, je vais acheter un 4x4. Si je veux mettre beaucoup de choses, je vais acheter un fourgon. Et bien, quand on fait de la photographie, c'est exactement la même chose. Il faut se dire de quoi est-ce que j'ai besoin. Personnellement, moi, j'ai réfléchi précisément à mes besoins et j'ai regardé sur le marché ce qui répondait le mieux. Maintenant, je vous invite aussi à prendre beaucoup de recul. Aujourd'hui, mes choix ne sont pas les vôtres, et surtout, il faut prendre beaucoup de recul, notamment sur tout ce qui touche au marketing. Aujourd'hui, les marques ont un marketing agressif, et aujourd'hui, les marques veulent vraiment, plus que jamais, vous faire croire que vous avez besoin de tas de fonctionnalités qui pourtant ne sont pas utiles pour la plupart des gens. Si je devais en citer qu'une, ça serait par exemple la définition. Aujourd'hui, je reçois beaucoup de messages de personnes, et vraiment je ne vise absolument personne, et il n'y a
aucune critique dans ce que je dis, c'est juste une constatation. Je reçois souvent des messages de personnes qui me posent des questions, notamment sur les boîtiers type A7R4, A7R5, des boîtiers très définis. La question c'est pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de 61 millions de pixels ? Moi, de nos jours, je pense que très peu de personnes encore ont besoin de cette définition. Je vous donne juste 2 chiffres pour vous en convaincre. Pour faire un affichage en 1080p, il faut 2 millions de pixels. Pour faire un affichage en 4K, c'est un peu plus de 8 millions de pixels. Et la 8K, c'est un peu plus de 32 millions de pixels. Donc aujourd'hui, honnêtement, sauf si vous imprimez en très grand ou sauf si vous faites d'énormes recadrages, les 61 millions de pixels ne serviront pas à la plupart des gens, sachant que je pense que la plupart des utilisateurs ne font pas de grandes expos, font pas des tirages en 4x3 au bord de la route ou ne font pas des crops abusifs dans leurs photos. Simplement aujourd'hui, vous avez les marques qui vous font croire que vous avez besoin de ce surplus, sachant qu'on a toujours su faire de la photo, même avec 12 millions de pixels. Il faut vraiment prendre du recul et surtout ne pas vous faire avoir. Attention à toutes les vidéos qui circulent aussi sur Internet. Il y a un marketing qui est bien huilé. Et aujourd'hui, les marques ont très très bien compris comment ça fonctionnait. Il suffit de regarder les dernières campagnes de pub qui ont été menées par certaines marques de la photo pour comprendre qu'elles ont très bien compris comment fonctionnait le marché et surtout les consommateurs. Enfin bref, je le répète, réfléchissez à ce dont vous avez besoin et surtout ne vous précipitez pas parce qu'en fait, on parle de milliers d'euros parfois de dépenses. Et quand on dépense autant d'argent, il faut le faire à tête reposée. Bref, je vais vous laisser ici. Donc si vous avez des questions, des remarques, etc., mettez-le en commentaire. Je serai ravi d'y répondre, de répondre à vos questions, vos interrogations, etc. Également, je précise, si vous commandez du matériel chez Miss Numérique, n'hésitez pas à utiliser le code créateur NOCAB. Donc ça permet de développer l'affiliation pour moi et de soutenir le travail de la chaîne. Ça ne change rien pour vous. Mais moi, en fait, ça me permet d'avoir une petite commission si vous passez par là. Et sinon, il y a des liens affiliés dans la description. Merci d'avance pour celles et ceux qui utiliseraient. Et en attendant, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.